Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast In Shape to Grow, être en forme pour bien grandir, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement ou spirituellement. Ce podcast a en effet la mission d'inspirer les entrepreneurs, les indépendants, les coachs, les thérapeutes à mettre leur santé globale en priorité. Alors dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de vous partager la carrière, les activités de Brieux Simon. Alors c'est une interview particulière pour moi puisque Brieux est un ami de longue date. C'est la première fois que j'interviewais une personne aussi proche. Vous allez découvrir par exemple quelques anecdotes croustillantes durant cette interview, mais au-delà de ça, Brieux a une carrière atypique parce qu'il a débuté dans la vie militaire pendant plus de 20 ans et puis il a changé d'orientation à travers une remise en question personnelle et puis professionnelle. Il est devenu psychothérapeute spécialisé en psychosomatique et il va vous partager quelques clés vraiment très intéressantes pour vous en tant qu'entrepreneur dans une situation actuelle qui peut être anxiogène. Vous allez découvrir donc ces grands moments de sa carrière, ce qu'il a le plus marqué dans sa transformation, et il partagera avec nous, avec beaucoup d'enthousiasme et de générosité, de véritables clés pour trouver son propre équilibre. J'espère donc que cette nouvelle interview vous inspirera autant qu'elle m'a inspiré. J'ai découvert et j'ai pu également prendre pas mal d'informations pour ma propre santé, pour mon propre développement et j'espère pouvoir partager cela avec vous. D'ici notre prochaine interview, eh bien, je vous souhaite une excellente écoute et prenez soin de vous. Eh bien, bonjour Brieux, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David, je vais très bien, très bien. On a un beau soleil en Belgique là pour l'instant, donc Ouais, vous traversez un moment un peu plus torride, on va dire. En tout oui. cas, je suis très content de t'avoir dans cette interview. Je disais justement avant de débuter qu'on arrivait à la fin de cette première saison de ce podcast. Podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, les indépendants, les coachs, et tu représentes finalement les trois personas je dirais, de mon podcast, à justement être inspirés par la santé et de mettre leur propre santé en priorité, on en parlera. Mais aussi une autre particularité, c'est que tu es mon invité le plus proche. Finalement, j'ai interviewé énormément de personnes, des gens que je connaissais un peu, beaucoup, on va dire passionnément à la folie, peut-être pas, mais en tout cas, on a eu l'occasion de faire du sport ensemble, on a eu l'occasion, je dirais, d'échanger énormément. Je te connais sur tes différentes carrières, donc ça va être vraiment intéressant d'y revenir. On a même, je me souviens, passé un réveillon dans une maison qui était pas du tout chauffée. Je crois que j'allais mourir ce jour-là. Je me suis endormi Absolument. tellement il faisait froid. Mais c'était voilà, c'était un très bon souvenir. Donc, avant de parler justement de ta carrière aujourd'hui de thérapeute, de ta profession, de ton activité et des projets qui t'animent aujourd'hui, est-ce que tu me permets de revenir justement sur quelques moments clés de ta carrière? Allons-y, c'est parfait. Alors, tu as évidemment partagé certaines informations que j'avais en tête, hein, mais c'est vrai que je savais que, étant tout petit, tu avais déjà eu des soucis de santé. Tu es né avec une pathologie des intestins qui t'a envoyé très rapidement à l'hôpital, ce qui n'est pas, je dirais, le meilleur moyen de débuter sa vie sur cette planète. Et on en reparlera puisque tu es devenu justement spécialisé dans tout ce qui est psychosomatique. Et donc, ça veut dire que tu as fait beaucoup d'allers-retours avec l'hôpital les 10 premières années de ta vie, ce qui ne t'a pas empêché après de débuter le tennis, le triathlon. Et ma première question pour toi, Brie, aujourd'hui, c'est que tu t'es lancé dans l'armée, tu es devenu paracommando. Et donc, qu'est-ce qui t'a à l'époque animé pour te lancer avec finalement un corps qui était fragile dans les 10 premières années? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a inspiré en tant que jeune homme à te lancer dans finalement une profession qui est quand même intense, dure? Et d'ailleurs, on avait beaucoup échangé sur ça à l'époque, mais comment pourrais-tu expliquer aujourd'hui avec le recul ta motivation? Alors, la motivation avec le recul, c'est forcément le dépassement de soi, donc c'est-à-dire qu'effectivement,
étant né, comme tu l'as très bien dit, avec une pathologie aux intestins qui m'a causé beaucoup de soucis. Le regard familial sur moi, c'était le regard du petit malheureux qui était malade, donc c'était la petite victime en permanence et un hyper-protectionnisme de ma maman essentiellement et de mes grands-parents qui fait que il fallait que je reste petit, il fallait que je reste caché, il fallait que je reste fragile parce que quelque part, ça venait nourrir une part d'eux vraiment très importante, qui est la part protection, prendre soin de l'autre, etc. Mais moi, forcément, ça m'enfermait totalement dans une image que je ne ressentais pas comme telle, bien qu'il y avait des douleurs physiques, etc., parfois très intenses et dérangeantes, avec diverses opérations, etc. Moi, je ne me sentais pas forcément comme une victime de la vie. Et donc, j'étais en lutte en permanence avec ces deux injonctions, cette part de moi qui voulait, elle, grandir, avancer, jouer comme les autres enfants, faire du sport comme les autres enfants, faire des petites activités à risque comme tout enfant, grimper dans les arbres, etc. Et tout ça m'a été interdit pendant ma tendre enfance. Et clairement, l'armée a été pour moi un challenge de prendre position, si tu veux, quelque part dans ma famille, de me dire stop à l'image du petit enfant fragile que vous voyez tous. Moi, maintenant, je vais juste vous montrer que je peux être un adulte costaud, bien planté sur ses deux pieds et qui peut se lancer dans des activités très rudes sans pour autant que ça ne pose problème, en fait. C'est ça. Et ça, avec le recul en tant qu'adulte aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui était inné chez toi ou est-ce que tu as eu un événement qui t'a prouvé que finalement l'image qu'on te renvoyait n'était pas correcte ou est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui t'a dit, tu sais, Brieux, tu es capable de faire ça? Comment est-ce que tu peux analyser ça avec le recul? Avec le recul, j'ai toujours eu le sentiment d'être décalé par rapport à l'image qu'on Ça. montrait. Et je comprenais pas pourquoi, en fait, tout ça m'était interdit. Parce que, effectivement, j'avais deux cicatrices et je les ai toujours sur le ventre. Mais les opérations enfin, l'opération principale est venue tellement tôt dans ma Mm. vie que finalement, psychiquement, le seul résultat que moi je voyais, c'est deux cicatrices sur le C'est ventre et je ne ça. comprenais pas pourquoi on me considérait toujours comme malade quelque part. Et Ouais. donc, je pense, pour répondre à ta question, c'est plutôt l'aspect inné qui est je Mm. savais que j'étais capable de faire ça et donc, je ne vois pas pourquoi je ne pouvais pas le faire en fait. Mhm. Et donc, à un moment donné, je me suis simplement autorisé à le faire et à prendre position et aller à contre-courant de ce qu'on attendait de moi. Et donc, tu t'es lancé effectivement dans cette carrière que tu as, je dirais, vécu pendant 20 ans. Hein. Quand on discutait à l'époque, tu disais toujours vous les civils. Donc, il y avait vraiment cette imprégnation de cette famille de l'armée. Tu as été dans de nombreux pays avec la Belgique. Donc, ce n'est pas simplement, je dirais, quelqu'un, un paracommando. À mon avis, il ne reste jamais dans un bureau. Mais je veux dire, tu as été sur le terrain à de nombreuses reprises avec petit à petit un questionnement par rapport justement à l'impact sur ta santé, sur ton corps. Et tu dis dans un article que c'est une séance de Reiki qui t'a un peu amené à te poser des questions. Mais pendant ce temps-là, tu continues le sport puisque tu te lances également dans la moto de vitesse, de circuit. Je me souviens d'ailleurs avoir pris quelques très chouettes photos à une époque où c'était ma deuxième passion sur les circuits. Et tu as même été jusqu'à faire les 24 heures du Mans en 2003. Donc, tu t'investis énormément quand tu te lances dans un projet. Et petit à petit, je me souviens qu'à une époque, tu sentais qu'il y avait un décalage et tu as changé un petit peu ta manière d'être à l'armée puisque tu as pris des postes un peu plus administratifs pour justement pouvoir te réorienter. Et je me souviens avoir participé avec toi à un atelier assez incroyable, le Qui suis-je, qui était vraiment un atelier qui à l'époque te permettait d'aller au-delà de l'étiquette au départ de l'enfant fragile et puis du paracommando qui se réorientait, hein, parce que c'est quand même un parcours atypique. Après 12 ans aujourd'hui, Brieux, dans cette nouvelle carrière, qui es-tu? Est-ce que tu peux y répondre? Ah, c'est toujours la question enfin, délicate. Qui je suis? Je suis un homme en recherche permanente de vérité. Mhm. Euh,
un homme en recherche de dépassement. Ça continue à travers des nouveaux projets que je suis en train de mettre en place avec Anan, ma compagne. Je suis, il y a une partie de moi qui se sent vraiment accomplie. Donc, j'ai pu vivre des expériences que moi je nomme comme étant mystiques, qui m'ont permis de goûter à ce que j'appelle ma nature profonde. Et donc, il y a une part de moi qui se sent vraiment accomplie, qui je suis. Euh, un homme qui a toujours besoin de dépasser ses limites, en fait, Ouais. de continuer à grandir et de chercher toujours plus loin d'autres possibles. Ce qui veut dire qu'avec ton expérience en tant que paracommando, ça fait partie de ce chemin de compréhension de qui tu es. Et je dirais même en deuxième lieu, qu'est-ce qui finalement t'a le plus, ou enfin pas te nourrit le plus, mais qu'est-ce qui t'a le plus apporté dans cette première carrière de paracommando qui aujourd'hui en tant que thérapeute, parce que je me souviendrai toujours d'une conversation qu'on avait eue et je pense que c'était au bord du lac de l'Odeur un soir d'été. Ça fait très poétique hein, tout ça. Que tu avais dit, oh, pour connaître les réelles peurs d'une personne, il suffit de l'affamer et de le priver de sommeil et puis tu verras sa vraie nature. Et donc ça, c'est vrai que moi, en tant qu'expert de la santé, en tant qu'entraîneur, nutritionniste, gestion du stress, etc., je le connais de manière personnelle, mais c'est vrai que je n'ai jamais été 24 heures ou 48 heures privé de sommeil, privé de nourriture, et de voir quelles sont mes parts d'ombre, quelles sont mes parts de peur les plus profondes. Euh, Toi, dans cette carrière, qu'est-ce qui t'a le plus nourri, qui aujourd'hui peut te servir en tant que thérapeute, bien loin des champs de bataille? Alors, ce qui m'a le plus nourri quand j'écoute ta question et ce qui me vient, c'est vraiment justement cette notion de dépasser les limites en permanence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on marche 50, 60, 70 kilomètres avec un sac de 25 kilos sur le dos. Et puis, on pense que c'est fini. On pense qu'on ne saura pas faire un pas de plus. Et puis, 3 heures plus loin, on a encore fait quelques kilomètres supplémentaires. Et puis, 3 jours après, on a encore fait quelques kilomètres supplémentaires. Et donc, c'est vraiment cet aspect de cette différence entre ce qu'on croit être, ce qu'on croit pouvoir supporter et cette capacité à lâcher prise, d'abord, sur la limite qu'on pense avoir dans l'instant. Et grâce à ce lâcher prise-là, ben, aller beaucoup plus loin dans nos limites et découvrir en fait une force et une puissance qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense et qui semble être à un moment donné ben, presque sans limite en fait. Mhm. Et donc, en quoi ça me nourrit par rapport à mon travail de thérapeute maintenant, c'est que mon intention quand j'accompagne quelqu'un, c'est pas juste, et je mets des guillemets, hein, il n'y a pas de jugement par rapport à ce que je vais dire, mais c'est pas juste aider la personne à guérir de son symptôme. Ce qui me motive le plus et mon intention la plus intime, c'est d'amener la personne à découvrir sa véritable nature. Mhm. Donc, c'est l'aider à retraverser ce qu'elle croit être une limite en termes de symptômes ou en termes de croyances limitantes, etc. D'oser dépasser avec elle cette limite-là, en tout cas de l'accompagner pour qu'elle puisse dépasser cette limite-là et qu'elle puisse sentir, faire l'expérience vraiment cellulaire quelque part, que derrière cette limite-là, il y a tout un autre champ des possibles Mhm. et qu'elle va goûter à quelque chose de beaucoup plus profond en elle qui lui donne la sensation d'être beaucoup plus remplie, d'être plus pleine, d'être beaucoup plus présente à la vie, d'être beaucoup plus en lien à la vie, etc. Ce qui est, pas, enfin, qui est curieux pour quelqu'un comme moi qui n'ai jamais fait de carrière que dans le civil, de se dire que on peut trouver ce champ de possible et quelque chose de beaucoup plus grand en dépassant ses limites comme toi tu l'as fait de manière très très dure. Et est-ce que justement, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a un point de non-retour où là on va au-delà d'une limite qui est quand même peut-être sécurisante? OK, alors, il y a forcément des dangers à dépasser des limites, Ouais. bien évidemment. Et
dans des moments extrêmes comme ça, que ce soit finalement dans le sport ou en tant que militaire comme paracommando ou en tant que patient, etc., c'est en fait pour moi l'aspect sécuritaire vient du cadre C'est ça, dans ouais. lequel ces limites sont dépassées Mhm. ou chatouillées quelque part. Donc, c'est vraiment plus la limite à atteindre ou à dépasser est intense, Mhm. dure psychiquement, et plus le cadre doit être puissant et Mhm. rassurant. Mhm. Ouais. Je dis toujours, entre la folie et l'éveil, c'est soit je tombe à gauche du fil ou à droite du fil, Mhm. mais on est sur un fil, il faut juste tomber du bon côté. Et tomber du bon côté, pour moi, c'est le cadre qui permet ça, c'est la rigidité au sens bienveillant du terme, bien entendu, mais c'est l'extrême puissance du cadre. Et dans mon travail, si tu veux, grâce à toutes ces expériences à l'armée, mais également aux expériences mystiques que j'ai pu vivre, je pense que c'est une de mes qualités les plus importantes, c'est d'apporter cette puissance de cadre qui fait que j'ai pas peur de voir mon patient dépasser certaines limites parce que j'ai eu l'occasion moi-même de Mhm. franchir plusieurs fois ces étapes-là. Et donc, pour moi, c'est presque un plaisir de voir quelque part le patient trembler, si je prends la métaphore, hein, trembler et puis de franchir cette étape importante pour lui, où il tombe quelque part dans une espèce d'espace inconnu, Mhm. Mhm. puisque habitué à vivre dans ses limites, et de voir toute la beauté que ça dégage derrière quand cette personne accepte de faire l'expérience pleine et entière du dépassement de cette limite. Oui, donc tu parles du cadre et évidemment, alors à ce moment-là, de l'accompagnant, hein, que ce soit dans le sport, comme tu disais, c'est l'entraîneur qui va pouvoir amener effectivement son athlète le plus loin possible sans le blesser, puisque c'est quand même important pour sa carrière. Dans ce cas-ci, en tant que thérapeute, c'est de pouvoir l'amener le plus loin possible sans qu'il ne se blesse ni physiquement ni psychiquement. Donc la comparaison est assez intéressante parce que tu as donc fait ce changement entre l'armée et le développement personnel, tout d'abord via tes propres expériences avec le Reiki, avec la découverte du décodage biologique. Tu es devenu psychothérapeute spécialisé en psychosomatique avec, j'ai pris des notes hein, parce que c'est quand même relativement impressionnant, le Reiki, donc le massage russe également, la PNL, le FT, le MDR, le RIMAP, la grille de loyauté familiale qui est effectivement quelque chose qui est assez passionnant quand on commence à s'y intéresser et qui peut expliquer beaucoup de choses, même au niveau historique et mondial. Hein, quand on voit, je ne vais pas prendre d'exemple trop politique, mais les méchants, j'ai vu ça ce matin, une vidéo assez marrante, que pendant 20 ans, il y avait une région du monde sans la citer qui était devenue le méchant dans tous les films, et maintenant on est revenu sur le méchant d'il y a 20 ans, donc on s'échange, hein, donc probablement que dans les prochains films, on verra selon les tendances actuelles qui représente le méchant, mais finalement c'est un héritage que l'on a peut-être inconscient de notre histoire de pays et puis de notre histoire familiale. Et puis, tu as aussi fait de la génosociogramme. Ça, je n'ai absolument pas idée de ce que c'est. Donc, le génosociogramme, c'est justement l'étude dans le transgénérationnel, Mhm. cycle cellulaire mémorisé, donc c'est-à-dire comment le symptôme que je vis dans ma vie peut être la solution de survie pour le clan. Mhm. Et donc, c'est de redéconstruire, enfin, d'observer dans un premier temps quels sont les points communs en termes de pathologie, de date, de nom, de prénom, qui fait que je suis lié à tel ou tel membre de ma famille sur plusieurs générations et que finalement, si moi je nais avec un symptôme, eh bien, je suis la solution provisoire ou définitive, selon les cas, du conflit intergénérationnel qui n'a jamais pu être résolu dans les générations passées. Excellent, excellent. C'est vraiment des sujets que j'ai eu l'occasion de lire et d'expérimenter aussi. Et c'est vrai qu'à mon sens, on en parlera probablement plus tard dans cette interview, en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, ben, on peut aussi, si on ne vient pas d'une famille d'entrepreneurs, d'indépendants, ben, être un peu un danger parce qu'on sort finalement d'un cadre sécurisant. Hein. Il faut avoir une maison à tel âge, il faut être marié, il faut avoir un job stable. Je me souviens, il y a quelques années, une maison qui me disait bon, maintenant, David, il serait peut-être temps que tu te poses. Et ça sortait de nulle part, mais c'est vrai que je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, d'indépendants. Donc, ça peut être vraiment un challenge de se lancer dans l'entrepreneuriat, même si on a envie,
même si on a les capacités, les compétences, mais il y a toute cette charge qui peut vraiment être importante. Et donc, du coup, tu as continué à faire, parce que c'est un long chemin entre 20 ans en tant que paracommando vers aujourd'hui plus de 10 ans en tant que thérapeute. Mais autour des années 2014, hein, donc tu es indépendant thérapeute depuis 2010, autour des années 2014, tu te lances un autre défi. Tu vas, et on le voit avec la magnifique photo qui est derrière toi, en Mongolie. Tout d'abord, si mes souvenirs sont bons, participer à un stage. Et puis toi-même, tu vas en organiser. Qu'est-ce qui t'a amené à aller découvrir les nomades mongols et qu'est-ce que tu en as tiré de cette culture ancestrale, hein? On dit qu'il y a des richesses au niveau de la compréhension de l'être humain qui vient des premiers hommes médecine mongols. Pourquoi est-ce que tu as été tiré vers cette région-là, qui n'est pas la région la plus exotique, hein? On pense souvent au Tibet ou en Malaisie, en Indonésie, mais la Mongolie est probablement moins connue. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Euh, alors, le tout premier voyage, je vais juste apporter une toute petite correction. Le tout premier voyage, c'est vraiment un voyage touristique. Donc, il n'y avait pas de stage. J'allais découvrir la vie mongole, leurs habitants et les modes de vie. Ce qui m'a attiré là-bas, c'est forcément le chamanisme. J'adore les états modifiés de conscience. Je les travaille. Donc, j'ai voulu retourner un peu aux sources de ce genre de pratique, puisque la Mongolie serait un des sièges du chamanisme. Et ce qui m'attire énormément là-dedans, c'est que dans le décodage biologique, en fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaie de retourner au mode de vie archaïque et donc de comprendre la vie comme si nous étions, entre guillemets, que des animaux et de faire ce lien-là. Et donc, j'aime rencontrer des cultures plutôt ancestrales parce qu'ils sont relativement proches des modes de vie quelque part animaux, mais au sens noble du terme, Ouais, ouais. et de me rendre compte que ce qui était intéressant, c'est de voir le rapport qu'ils ont à la nature. Ce qui était intéressant, c'était de voir le rapport qu'ils ont au monde des esprits, à la spiritualité. Comment ils mêlent finalement une vie archaïque très proche de la nature, enfin en contact, c'est même pas très proche, c'est en contact direct avec la nature, et le monde des esprits. Et en même temps, la curiosité, c'est de se rendre compte que malgré nos différences de culture, de vie, finalement, les mêmes problèmes surgissent et les mêmes questions se posent sur notre place sur Terre, sur la place des esprits, sur les relations entre femmes, épouses et maris, sur les relations avec les enfants. Et puis, il y a quelque chose de très amusant là-dedans, c'est que finalement, tout le monde se plaint de la même chose, qu'on soit blanc, jaune, noir, qu'on soit citadin ou perdu au fin fond de la steppe mongole. Il y a quelque part toujours les mêmes plaintes, toujours les mêmes joies aussi, quelque part, les mêmes valeurs, quelque part, quand elles sont assumées pleinement. Et voilà, et puis c'est sentir, en fait, parce qu'il y a forcément, il y a la découverte intellectuelle, etc., mais il y a aussi toute la découverte sensorielle qu'on peut éprouver quand on est dans une steppe comme ça, où il y a plus un lampadaire, il y a pas de clôture, il n'y a pas de building. Donc, il y a se replonger dans un espace excessivement vaste qui peut faire peur si on se promène pendant une demi-heure, c'est terminé, on est perdu au milieu de nulle part, sur je ne sais pas combien de milliers de kilomètres carrés, on ne voit plus une yourte, on ne voit plus un habitant, et il y a une espèce de vertige comme ça de la superficie, de la taille du lieu. On perd tous nos repères. Donc pour moi, c'est important on parlait de dépasser les limites tout à l'heure, et la perte de repères fait partie du dépassement des limites. Tant que j'ai des repères, ça veut dire que je ne dépasse pas mes limites. Et donc, ça veut dire, voilà. Et donc, moi, mon job, c'est d'aller toujours plus loin dans le dépassement des limites. Et ce genre d'espace est juste magnifique pour ça. Ouais. Que ce soit l'espace physique, mais l'espace mental, l'espace énergétique, c'est fini. On n'a plus aucun repère. Et donc, intérieurement, on sent que ça bouge énormément. Et j'avais besoin, je pense, de revenir à... Il y avait un appel de la simplicité. Il y avait vraiment un appel de c'est quoi de vivre en lien direct avec la nature.
d'une autre manière que d'être encadré par des militaires, puisque c'est clair qu'en tant que paracommando, on est dans les bois 6 mois par an, mais en même temps, il y a toujours un camion, il y a toujours de la nourriture qui nous vient comme ça, il y a quelque part, malgré tout, pas d'effort à fournir à part l'effort physique et le danger de la guerre si on est en guerre, mais, euh, mais là, c'est différent, c'est vraiment plus de repères, un autre mode de vie, on ne parle pas la langue, il faut apprendre à connecter autrement avec les gens que par le langage. Donc, par le regard, beaucoup de choses se passent à travers le regard, se passent à travers une main posée sur une épaule ou un câlin, sur la participation à aller traire les vaches, à aller traire les chèvres, à rassembler les moutons, à peut-être passer 3-4 heures à grimper des collines et à se perdre dans les collines pour retrouver le troupeau de moutons qui est égaré. Enfin voilà, c'est toute une ambiance comme ça qui est, qui est venue me réancrer dans ma posture d'homme, en fait. C'est Me ça. réasseoir dans l'aspect archaïque de l'homme. Donc, tu as vraiment senti après ce premier voyage que tu avais passé une étape, tu avais passé un, un- un- oui, une étape ou un changement personnel. Donc, tu as eu un brio avant et après alors. Oui, il y a vraiment eu une forme un peu de je sais d'où je viens, Mhm. au sens, ouais, je sais, je connais mieux mes mémoires, je connais mieux l'histoire de l'humanité, en fait. Mhm. Du coup, après, tu as organisé toi-même plusieurs fois des voyages, mais dans un but justement de développement personnel pour amener les gens à perdre ce repère, ce cadre, et à les accompagner. Comme tu l'as dit tout à l'heure, perdre ce cadre, oui, mais il faut quand même qu'il soit, même s'il est élargi, il faut quand même qu'il soit défini. Hein, c'est ce qu'on dit avec les enfants. Hein. On en discutait encore avec mon épouse cette semaine. C'est que et on le voit avec les différences culturelles entre l'Europe et le Canada, par exemple, que si le cadre n'est pas là, ça crée énormément finalement d'anxiété et de stress parce que les enfants n'ont jamais eu de nom, ils n'ont jamais eu de deadline et du coup, ben, adultes, ils sont perdus finalement. Oui, donc effectivement, hein, donc il y a l'abandon des repères puisque j'emmène les gens en Ouais. Mongolie et la plupart ne connaissent pas. En tout cas, les gens que j'ai accompagnés jusqu'à présent n'avaient jamais été en Mongolie. Donc, il y a vraiment l'abandon des repères. Mais l'abandon de repères, effectivement, ne veut pas dire perte du cadre. Et là, le cadre, il vient dans la structure du voyage en lui-même, dans la Mhm. structure de l'atelier que je propose Mhm. dans le voyage. Et c'est une structure excessivement rigide, par exemple. On sait qu'on se lève à 6 heures du matin, on sait qu'on a 5 minutes pour se préparer avant le premier exercice, on sait que le premier exercice va durer 40 minutes, après on sait qu'on va manger, après on sait qu'on repart pour 2 séances d'exercice. Et donc en fait, Mhm. euh, il y a un rythme et une présence pendant ce voyage et pendant ces exercices excessivement rigides et structurés, avec bien entendu des périodes où, parce que mon intérêt, c'est que les gens découvrent les peuples, partagent avec eux les tâches quotidiennes, on fait à manger avec eux, encore une fois, on s'occupe du bétail avec eux. Donc tout ça intègre bien évidemment le stage, mais, euh, mais effectivement, le cadre est excessivement rigide. Et là, on entend le passé militaire avec l'heure du lever, 5 minutes pour vous préparer. Je pense que tu l'as entendu de nombreuses fois. Mais quelque part, la nature, elle est rude. Je veux dire, tu peux pas, si tu n'as pas envie de te lever et que, je ne sais pas moi, il y a un événement météorologique, tu vas pas dire, ben non, je me leverai après, j'irai voir le troupeau ou ce qui fuite ou s'il y a un orage plus tard. Ben, la nature, elle te pousse à être dans l'action, mais en même temps, il y a énormément de douceur aussi qui est allée à chercher dans cette rudesse, j'imagine, de la Mongolie, et que tu as des moments qui sont, je dirais, incroyables. Effectivement, il y a vraiment cette dualité qui est là, quelque part, hein, comme tu l'as très bien dit. Ben oui, vivre en Mongolie, c'est rude. Il faut trouver des pâturages, il faut déplacer les troupeaux, il faut migrer. Il y a des périodes parfois beaucoup plus sèches, et puis ce sont des torrents de boue qui peuvent s'abattre sur une zone, etc., puisqu'il y a des orages violents, par exemple. Et donc, il y a une espèce de vigilance Mhm. permanente que les habitants, les locaux doivent avoir ben, pour protéger leurs biens Mhm. maigres biens, hein, c'est leur yourte et leur troupeau.
Et effectivement, s'ils perdent leur troupeau, ben, leur vie s'arrête en fait. Ils Oui, vont remplir le bidonville de la capitale et leur vie s'arrête. Donc ça, c'est effectivement pour l'aspect rude. Et en même temps, l'aspect doux, c'est que ben, une fois que le troupeau est rassemblé et que tout va bien, ben, ils ne passent pas 8 heures à bosser par jour. Ça va c'est peut-être ça. prendre 2 heures. Et après, le reste du temps, c'est ben, manger, préparer la nourriture calmement. C'est beaucoup d'échanges. C'est beaucoup de fêtes, l'air de rien. Oui, oui, oui. Des mariages où ils vont partir 2, 3 jours, des fêtes typiquement mongoles. J'ai oublié le nom comme ça, mais et donc il y a des moments comme ça de presque, ben, pour nous d'ennui en fait. Oui, Pour oui. l'occidental qui débarque là, en fait, on s'ennuie à un moment donné puisque nous on a habitué à être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'action. Et donc la rudesse, elle se fait par rapport à la vigilance des conditions météorologiques. Par contre, il y a une vraie douceur de vivre qui est, on le fait à notre rythme, Ouais. on le fait calmement. Si ça doit prendre 3 jours, ça prend 3 jours. En fait, le temps n'existe pas et c'est très bien comme ça. C'est passionnant hein, ce que tu échanges avec nous parce que je trouve que c'est vraiment essentiel aujourd'hui. On l'a vu avec le ralentissement du temps lors du premier lockdown. Il y a plein de gens qui ont trouvé ça extraordinaire. Puis quand ça a duré, il y a quand même eu une certaine anxiété. On en reparlera tout à l'heure. Mais dis-moi si je me trompe donc, ou si j'ai bien compris. Ça veut dire que ces peuples que tu as rencontrés sont déconnectés de la modernité. Ils n'ont pas accès, je veux dire, à un hôpital où ils n'ont pas accès au Wi-Fi ou que sais-je. Ils restent aujourd'hui un peuple nomade et ils ont un contact avec le monde moderne de par le tourisme, mais c'est tout. Alors, ça change énormément. La Mm. Mongolie se transforme très, 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 très vite. Et donc, effectivement, il n'y a pas un hôpital tout près. Ça, c'est sûr. Il n'y a que des petites antennes médicales dans des espèces de villages un peu perdus, là où il y a quelques bâtiments durs, des écoles, etc., puisque maintenant l'école est obligatoire, même pour les gens de la steppe. Donc, il y a des espèces de villages qui se forment. Bon, maintenant, ils ont tous une antenne parabolique, ils ont presque tous la télévision dans la yourte, ils ont C'est tous ça. un GSM, euh, ils ont tous un ou plusieurs véhicules. Là, il y a une raison de survie aussi, c'est que comme la vie est de plus en plus rude, hein, la steppe, ça sèche énormément. Mhm. Ah Donc, oui. de moins en moins de pâturage, c'est devenu de plus en plus difficile de trouver des pâturages pour les animaux. Et donc, ils veulent vraiment protéger leurs chevaux et donc n'utiliser les chevaux vraiment qu'en hiver. Mm. Et le reste du temps, ils préfèrent utiliser la moto ou le petit camion qu'ils ont. Donc, il y a un brassage maintenant qui se fait de plus en plus, forcément qui vient en partie aussi grâce au tourisme. L'aspect que je trouve un peu dommage et dangereux pour eux, c'est ben, ils sont comme des enfants face à la nouveauté, comme nous Mm. on l'a été il y a peut-être 50 ans, 100 ans d'ici. Et donc, ils sont en train de tomber dans, parce que moi, ça c'est ma vision du monde et mon jugement, mais j'ai l'impression qu'ils se laissent un peu embarquer, comme nous on l'a été à un moment donné, par les technologies, et qu'ils en oublient leur patrimoine. Mm. Et parfois, ils vont prendre des décisions qui sont un peu bizarres par rapport à leur survie. Mm. Ils vont préférer acheter une maison que d'entretenir ou d'acheter une nouvelle tronçonneuse pour aller couper du bois. Mm. Mm. Et donc, on voit l'aspect, sont des enfants au sens Mm. noble du terme, hein, ils sont connectés à la terre, ils sont connectés à leur être, ça se voit dans les yeux, ce sont des gens qui sont vraiment transparents, mais avec ce manque de maturité quelque Mm. part, qui est que ben, quand il y a quelque chose de nouveau, etc., je vais me laisser distraire par cette Mm. nouveauté-là et je risque de mettre ben, ma famille ou mon clan en danger quelque part. C'est ça. Euh, donc voilà, là, ils doivent, je pense, le temps fera, j'espère pour eux en tout cas, qu'ils vont trouver une sagesse à travers cette évolution qui est là et qu'ils subissent, hein, qu'ils subissent Oui. de plein en fait. Oui, tout à fait. Et comme tu le dis, c'est une question de survie parce qu'ils ne peuvent pas rester à 100% déconnectés. Mais tout à l'heure, il y a un moment, il y a un élément qui m'a interpellé quand tu as dit ils sont continuellement vigilants parce que c'est une question de survie, mais en même temps, ils passent beaucoup de temps à faire la fête, à se préparer. Et je dirais, il n'y a pas le feu au lac, hein, comme on dit en Suisse. Mais ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le burn-out malgré cette vigilance de réelle survie, hein, parce que en préparant cette interview, j'ai vu une de tes vidéos que je mettrai d'ailleurs en commentaire sur le cycle du burn-out, mais c'est cette incohérence pour nous en tant qu'occidentaux d'avoir continuellement cette vigilance
peut-être futile hein, sur les réseaux sociaux, sur un tas de choses, sur un tas de problèmes qui nous empoisonnent, mais de ne pas avoir suffisamment ces moments de relâchement, de lâcher prise, de connexion avec le clan qui entraîne ce burn-out. Oui, effectivement, j'ai pas vu de Mongol dépressif dans la steppe. Ouais, c'est ce qui. Effectivement, parce que, ouais, comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas cette pression Mm. du résultat, en fait. Il y a juste, encore une fois, une vigilance pour entretenir le troupeau, pour être sûr qu'il ne soit pas en danger, etc. Et il y a il y a un très grand esprit de communauté. Mm. Donc, Ils ne sont pas c'est-à-dire, seuls. ils ne sont pas seuls, même si le prochain voisin est à 3 kilomètres. En même temps, ils communiquent énormément entre eux, ils se rendent tout le temps en visite, etc. Et donc, il y a un vrai soutien des familles avoisinantes en cas de problème, etc. J'imagine qu'il y a des conflits, bien évidemment aussi. Mais ça ne se ressent pas, en fait. La notion du conflit, dans la steppe, elle ne se ressent pas. On va la ressentir beaucoup plus quand on va dans les camps, à Ulaanbaatar, dans la capitale, où là, on est dans un mode occidental pur jus. Et là, on sent le niveau de violence énergétiquement, on le sent beaucoup plus élevé, en fait. Ouais, c'est Parce ça. qu'il y a forcément une vraie pauvreté, il y a Mm. forcément, comme dans nos cultures, un vrai gap entre les très pauvres et les très Mm. riches, et beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, etc. Et là, on sent, en fait, toute la perte de structure Mm. Mm. qui, Du- qui ouais. fait que, ben, en ville, ils pètent des câbles comme chez nous, en fait. Ouais. Il y a plus ce repère, ce cadre dont tu parlais tout à l'heure, qui leur permet de grandir, enfin, de grandir progressivement. Tu l'as dit, hein, tous les cultures et les peuples ne sont pas dans le même niveau de maturité face justement à des mondes qui vont à des vitesses différentes, hein, parce qu'effectivement, nous, on a eu la chance, entre guillemets, de découvrir la technologie avec les inventions progressivement, mais eux sont du jour au lendemain passés de la yourte à la télévision, le câble avec 350 chaînes. Enfin, je ne sais pas s'ils ont le câble 24 heures sur 24, mais voilà, nous, on l'a vu progressivement, par exemple, hein, tout bête, moi étant petit, je n'avais pas la télé 24 heures sur 24, mes enfants, ils pourraient l'avoir. Eux, du jour au lendemain, ils sont passés de rien à avoir cette accessibilité. Et du coup, ben, tu as fait plusieurs voyages et tu en es allé également à développer énormément de qualité et de pratique au niveau de la méditation, hein. Aujourd'hui, tu es formateur en méditation. On parlera de Yokuna, si je le prononce bien. Tout à l'heure, tu organises des formations en Reiki, en décollage biologique. Et tu as aussi un nouveau projet qui est, quand tu dis repousser ses limites, ben là, on va la retrouver à nouveau. Est-ce que tu pourrais justement nous parler en 2 minutes et puis on parlera un petit peu de tes habitudes en tant qu'entrepreneur, de ce mouton noir. D'où il vient ce mouton noir? Alors, le mouton noir, lui, il vient du premier confinement, puisque avec les restrictions au niveau de l'État, ben, j'ai dû complètement arrêter mes activités. Mhm. Et donc, bah, à un moment donné, on s'ennuie. Et donc, on n'arrive plus à dormir parce qu'on a assez dormi. Et, euh, et donc, comme j'ai toujours été passionné de sport mécanique, moto et puis sport automobile, j'ai simplement pris mon PC, j'ai acheté un petit programme de dessin 3D, tout simple, et j'ai dessiné une voiture en 3 dimensions. Et le nom Mouton Noir m'est venu tout de suite. On parlait de retour à la simplicité avec la Mongolie. Eh bien, il y a un retour à la simplicité du pilotage, un volant, 4 roues, 3 pédales, un changement de vitesse et pas d'aide à la conduite. La tête en dehors d'une boîte. Donc une décapotable. Et de là, germé petit à petit l'idée de construire un vrai projet autour de ça. Et en discutant de ce projet-là avec Anna, ma compagne, qui, elle, travaille dans le milieu du handicap via son ASBL Partage pour, euh, pour améliorer l'empathie et la tolérance vis-à-vis de la différence à travers des ateliers qu'ils organisent au sein des entreprises et au sein des écoles. Eh bien, on a réfléchi à un projet qui allait justement mêler le plaisir de conduire, il faut pas se le cacher, le plaisir de construire, le plaisir d'inventer et nourrir des projets sociaux Mhm. à travers ce projet-là. Et donc, ce projet Mouton Noir, c'est ça, c'est d'abord des baptêmes de piste en Mhm. MX5 décapotable, hein, un Mazda MX5 décapotable,
pour pouvoir justement financer la SBL Partage, pour qu'elle puisse diffuser de manière beaucoup plus sereinement ses ateliers et son message. Le deuxième point, c'est de construire une école de pilotage pour permettre aux personnes à mobilité réduite en fait de pouvoir goûter au plaisir de la piste, mais aussi d'améliorer la conduite sécuritaire sur nos routes ouvertes. Parce que moi, qui ai 4 membres qui fonctionnent parfaitement, ben, je peux apprendre à mieux conduire mon véhicule, à le conduire de manière beaucoup plus sécurisante. Mais jusqu'à présent, à ma connaissance et en Belgique, ben, il n'y a pas de pendant pour les personnes à mobilité réduite. Ils ont déjà des véhicules, et c'est très bien, qui sont adaptés à leur physique. Mais malheureusement, personne n'est là pour leur apprendre à conduire et à utiliser leur véhicule dans les meilleures conditions possibles. C'est ça. Et à travers cette école de pilotage, c'est aussi leur permettre de goûter aux joies pour les plus motivés et ceux qui aiment ça, de goûter au plaisir de la conduite sur circuit dans des véhicules qui seront adaptés à leurs compétences physiques. Le troisième point de Mouton Noir, c'est de pouvoir faire de la réinsertion socio-économique de personnes en très grande difficulté, voire porteurs de handicap, à réintégrer un vrai projet professionnel et un projet commun, c'est-à-dire à travers la construction de la voiture 3D que j'ai dessinée lors du premier confinement et qui portera le nom Mouton Noir. Wow. Donc voilà, on veut vraiment lier mon plaisir à moi, quelque part, un peu égoïste, du plaisir de pilotage, mais on veut vraiment l'intégrer dans des projets sociaux, pédagogiques, de réinsertion et de développement de l'empathie et de la tolérance vis-à-vis de la différence. C'est un magnifique exemple de sortir du cadre, finalement, parce qu'effectivement, on pourrait avoir des jugements sur un tel projet. Et là, tu viens de nous expliquer qu'on peut très bien allier les deux, hein, un peu comme les nomades mongols, d'avoir une part très rude avec une part de plaisir. Aujourd'hui, on a certains plaisirs qui sont accessibles, mais ce plaisir peut être au service d'une cause et de projets porteurs. Bravo. Je mettrai également les différentes références dans le descriptif de cette vidéo. Et du coup, on passe à la deuxième partie de cette interview, Brieux. En tant qu'entrepreneur, ancien paracommando, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour garder la forme? On a parlé de la méditation tout à l'heure. Est-ce que tu as une rigidité au niveau de la méditation? Tu médites tous les jours? Tu médites quand tu en as besoin? Et qu'est-ce que tu fais en dehors de la méditation pour prendre soin de toi, de ta santé, de ta forme physique, etc. Alors, mon besoin le plus important, c'est, comme on a pas mal de projets sur le feu, c'est surtout de m'octroyer du temps. Donc, régulièrement, de bloquer, ça c'est ma petite routine, c'est de bloquer des moments dans mon agenda. Je les note au bic, pas au crayon. Ceux-là, ils sont ineffaçables et ils sont prioritaires. Donc, c'est vraiment essayer de m'octroyer des moments où je vais pouvoir aller faire des balades en forêt. J'ai vraiment besoin de me reconnecter à la nature. Ça, c'est mon besoin le plus important, de me reconnecter à la nature, d'aller me balader en forêt, d'aller faire des siestes en forêt, d'aller, quand j'ai la possibilité, d'aller nager dans un lac et pas dans une piscine fermée. Donc ça, c'est vraiment mon besoin le plus fondamental par rapport à ça. Et alors, la méditation, j'ai beaucoup pratiqué de manière rigide au départ. Et puis, avec l'expérience, avec les expériences que j'ai pu vivre aussi plus mystiques, on va dire, plus spirituelles, l'état méditatif est de plus en plus, c'est pas toujours vrai, mais de plus en plus stable et permanent dans ma vie. Donc, j'ai un peu moins besoin de m'asseoir sur mon zafou et de pratiquer de manière rigoureuse la méditation. Par contre, je l'ai fait vraiment énormément au début. J'ai commencé par Zazen. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pratiqué des techniques respiratoires, des techniques d'attention. Le Reiki, bien évidemment, m'a beaucoup aidé. Mais voilà, maintenant, il y a quelque chose de plus stable qui fait que je profite mieux de tous les moments de la vie et même les mauvais moments. C'est-à-dire les moments de colère, les moments de tristesse, les moments de déprime quand on a un coup dur, comme on l'a eu ici récemment pour Mouton Noir.
ah ben ok, pendant 3, 4 jours, peut-être une semaine, je me sens pas bien et c'est ok en fait. C'est ok de me dire, ben, pendant 3 jours, je déprime et je vais pas essayer de lutter contre ma déprime, je vais plutôt essayer d'ouvrir mon cœur, de laisser un espace à cette déprime-là et de la vivre pleinement. Donc peut-être de m'octroyer, de me mettre en boule sous ma couette comme un petit enfant qui a juste envie de se faire cocooner, de demander à ma chérie de, tiens, est-ce que tu veux bien pendant 10 minutes, un quart d'heure, prendre soin de moi parce que j'en ai vraiment besoin, donc de faire une demande claire par rapport à ça. Euh, et donc, c'est vraiment ce travail-là, en fait, qui grandit en moi, qui doit encore progresser, mais c'est vraiment, c'est OK, en fait. Ouais, c'est OK. Et c'est ce que tu dis lors d'une présentation. Je ne sais plus si c'est un article ou une vidéo. C'est vraiment la présence à soi qui est la première étape de la méditation. Mais si j'entends bien, et par rapport à ce que tu dis, quelque part, à partir du moment où on est présent à soi, on approche un état méditatif et on peut l'être en préparant la cuisine, on peut l'être en étant justement attentif à son conjoint ou sa conjointe. On dit toujours hein, que celui qui en bénéficie le plus du massage, c'est celui qui masse. C'est un argument qui est intéressant à partager. Hein. Je le dis souvent à mon épouse, écoute, si tu veux te faire plaisir, tu peux me masser parce que ça va vraiment t'aider à te détendre. Mais blague à part, c'est vraiment sortir encore une fois du cadre rigide. Je dois méditer tous les matins 40 minutes, sinon ça ne sert à rien. Tu peux avoir des micro-dosages, on parle beaucoup de micro-dosages maintenant en termes d'action dans sa journée, que ce soit au niveau activité sportive, que ce soit au niveau respiratoire, que ce soit au niveau méditatif. Hein, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais méditer peut-être, ou en tout cas être dans un état méditatif 4-5 fois sur la journée, 3 minutes, est-ce que ce n'est pas meilleur que de s'asseoir tous les matins 20 minutes à méditer et puis d'être pris par le stress de la journée, les 23 heures qui restent. Absolument, c'est vraiment, et c'est là tout le travail. Donc, faire des expériences, entre guillemets, profondes, intérieures, c'est très chouette, évidemment. Maintenant, le quotidien fait que ben, ça va nous extraire de ces expériences-là. Et j'ai envie de dire, le travail, il commence à ce moment-là, en fait. Il commence à partir du moment où je comprends que je dois m'entraîner petit à petit à essayer de maintenir dans tous les aspects de ma vie ces états de profondeur, en fait. Et l'état n'est pas forcément agréable. C'est-à-dire que l'état de profondeur, c'est pas forcément de la joie, c'est pas forcément de la paix, ça peut être une profonde tristesse, une profonde colère, une profonde déception, et de travailler ce respect-là aussi. Et donc, moi, j'aime bien dire, méditer, ça n'a rien d'amusant, en fait. Méditer, ça peut amener à de la joie, mais méditer, ça peut aussi amener à de la colère, de la tristesse et de la frustration. Et ça fait partie. C'est ça, c'est OK. Et c'est OK. Et tout le travail, c'est d'apprendre à être OK avec ça. Oui, c'est ça. Tout le travail est d'apprendre à être, ben, c'est pas parce que je respire, je suis à l'intérieur, il y a une colère qui monte. Ben, pour moi, en tout cas, mon travail personnel, c'est de dire, au lieu de vouloir éteindre cette colère-là, au lieu de vouloir écarter cette colère-là, c'est pendant ce moment que je m'octroie, ben, je vais crier, puisqu'elle est là, la colère. Je vais peut-être prendre mon sac de frappe et taper dessus, mais en étant connecté à la colère et en étant connecté à mon intérieur. Je ne frappe pas sur mon sac de frappe pour faire du sport ou de la boxe. Je frappe sur mon sac de frappe parce qu'il y a un état de colère qui a besoin d'être exprimé et je vais juste être OK avec le fait d'exprimer cette colère-là parce que pendant toute mon enfance, par exemple, chez moi, la colère, ça a été interdit. C'est ça. Et en tant qu'entraîneur, je vais te dire que le meilleur moyen d'exprimer un stress, hein, que ce soit justement dans la fuite ou le combat, c'est justement physique parce qu'on produit les hormones qui vont amener normalement cette dépense d'énergie. Comme tu l'as dit, malheureusement, dans notre société, c'est interdit. Mais je vais poser la question aux psychothérapeutes. Pour le cerveau, tu l'as dit, c'est l'intention. Je ne frappe pas sur mon sac pour faire du sport, je frappe sur mon sac pour exprimer une colère. Donc, il y a l'aspect biologique, mais comment le cerveau interprète ça alors? Est-ce qu'il fait la différence? Si tu mets l'intention de la boxe sur le sport ou sur l'expression d'une colère, est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'interprétation au niveau du cerveau? Absolument. Si je mets l'intention de faire de la boxe, là, c'est mon ego. Quelque part, c'est ma personnalité
qui décide de faire de la boxe. Et dans ce cas-là, je fais de la boxe, en fait, j'évite le vrai problème qui est ma colère. Et je me distrais à travers la boxe pour ne pas me confronter à ma colère. L'autre aspect guérisseur à ce moment-là, c'est d'être connecté à ma colère et de laisser, dans un cadre bienveillant et sécurisant, comme on l'a dit déjà beaucoup de fois aujourd'hui, c'est de laisser cette colère diriger mon corps pour que justement les instincts archaïques de survie, fuite, combat, adrénaline, cortisol, hormones thyroïdiennes, puissent jouer pleinement leur rôle de la mise en action de mon système nerveux et de mon corps pour qu'il y ait une vraie décharge émotionnelle. Et donc là, c'est plus mon ego qui est au service de la boxe, c'est la colère qui, j'éteins l'ego quelque part, je le mets un peu de côté, c'est ma colère qui prend le pouvoir de mon corps et qui a le droit de s'exprimer pleinement. Et moi, mon ego quelque part, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement accueillir, simplement observer, simplement laisser vivre en étant présent cette colère pour découvrir le secret qu'elle cache derrière. Pour aller au cœur de ma vraie souffrance. On sait que la colère, c'est déjà une réaction à ma souffrance. Je souffre de quelque chose, d'une injustice, d'un envahissement de territoire. Souvent, c'est le cas, c'est les deux gros schémas, c'est injustice et envahissement de territoire. Et ma colère vient pour tenter de récupérer mon injustice, de réparer l'injustice ou tenter de récupérer le territoire que j'ai perdu. Mais la colère n'est pas le problème. Le problème, c'est l'injustice qui se cache derrière, c'est la perte de territoire qui se cache derrière, c'est mon insécurité qui se cache derrière et donc ma peur. Je suis vraiment content d'avoir cette conversation avec toi parce que je me rends compte là maintenant en parlant avec toi, c'est que tu connais notre histoire, on a perdu notre fille il y a quelques années et j'ai utilisé la boxe. Alors que je ne suis pas du tout boxeur, je viens du monde du judo, j'aurais pu utiliser le judo pour me vider l'esprit. C'est ce que j'ai utilisé et je l'ai utilisé effectivement pour libérer cette colère parce que c'est un sac tout mou, je n'allais pas me faire mal et c'était vraiment aller jusqu'à l'épuisement pour libérer cette énergie. Je ne l'ai pas fait avec autant de conscience et d'intention que tu viens d'expliquer, mais c'est extraordinaire comment on peut aujourd'hui avoir cette compréhension et d'avoir des outils sains pour justement sortir d'émotions, de tensions internes, que ce soit avec l'esprit, tu le dis très bien dans une de tes vidéos que j'ai parcouru avant cette interview, on passe par dis-moi si je me trompe, on passe par la reconnaissance du problème et puis il faut passer par le corps. Parce que si on reste dans notre tête, voilà, on restera et on tourne en rond pendant des heures et c'est ce qui entraîne le burn-out par exemple. Mais si on passe par le corps d'une manière ou d'une autre, eh bien, on a de bien meilleurs résultats parce que les tensions physiques, et là on va arriver avec le cœur de ta pratique qui est l'aspect psychosomatique, c'est-à-dire, si tu pouvais le résumer en une phrase pour que je ne donne pas une mauvaise définition, comment tu le définirais, cet aspect psychosomatique de la maladie ou de la thérapie? C'est vraiment faire le lien entre les chocs émotionnels et les pathologies. Donc, qu'est-ce qui fait que dans ma vie, j'ai dû développer telle pathologie parce que développer cette pathologie, c'est déjà un moyen de survie dans la nature pour apaiser un choc émotionnel que je ne peux pas gérer consciemment. Donc, il y a vraiment cette notion d'inhibition de l'action et c'est très juste quand tu dis, et ton expérience que tu me partages, elle est importante pour les spectateurs parce qu'elle nous montre à quel point s'autoriser à retourner dans des schémas archaïques pour libérer une tension émotionnelle et venir réparer la blessure qu'il y a derrière la tension émotionnelle, c'est quelque chose d'hyper puissant puisque nous sommes câblés comme ça. Nous sommes juste câblés comme ça, en fait. Tu l'as dit tout à l'heure en retournant dans cet aspect animalier de la biologie. Après, on a toute la partie humaine qui est extraordinaire, mais qui en même temps nous joue des tours parce que alors on invente des choses qui n'existent peut-être pas ou on ne passe pas à quelque chose d'autre. Finalement, si on passe plus rapidement, et dis-moi si je me trompe, par cet aspect de guérison, de libération au niveau de la biologie, après le corps et l'esprit va beaucoup mieux.
Effectivement, moi je vois ça comme un arlequin en fait. Donc si tu vois, c'est ce petit personnage avec tous ces losanges de couleurs. Et on peut considérer que tous ces losanges pardon, de couleurs, ce sont des parts blessées en nous. Mhm. Et elles viennent cacher l'autre face de l'arlequin, c'est le Pierrot. Hein, c'est ce Mhm. personnage blanc avec des petits boutons noirs, qui est pour moi un peu, si j'utilise cette métaphore-là, il y a l'arlequin, c'est les parts blessées, mais si j'arrive à libérer ces parts blessées qui sont engrammées dans mon corps, qui sont mémorisées dans mes cellules, dans mes muscles, dans mon système nerveux, etc., je vais redevenir un Pierrot, donc c'est un être pur. Avec certes des petites taches noires, ça c'est ma côté, je suis humain, donc j'ai mes Mhm. limites d'humain, et c'est OK d'avoir nos limites d'humain, mais je serai blanc. Mhm. Et c'est vraiment cette Bravo. attention-là. Et tu parlais, on a l'aspect humain, et bien sûr, je te rejoins totalement, et tu sais aussi bien que moi que cet aspect humain ne peut exister que grâce à une seule chose, et quelque part, je vais caricaturer, mais à une seule hormone, c'est à l'ocytocine. Mhm. Je ne peux développer mon caractère humain de bienveillance, d'empathie, de conscience que si mon cerveau baigne dans de l'ocytocine. Et ça, c'est un processus archaïque, animal, et cette ocytocine ne peut être créée que à ma connaissance, de deux manières différentes. C'est par le toucher, les Mhm. caresses, la tendresse, le toucher bienveillant, avec forcément un partenaire, une maman qui se sent, elle, totalement sécurisée dans son monde, bien Mhm. évidemment, et qui donne de l'amour inconditionnel, ça va générer de l'ocytocine dans notre cerveau et ça va permettre à notre cerveau préfrontal de grandir et de connecter aux valeurs humaines, d'empathie, de tolérance, de respect, etc. Si j'ai pas cette ocytocine dans le corps, ce préfrontal ne se développe pas et je deviens asocial Mhm. et Mhm. voire dangereux dans les cas très extrêmes pour la société. Et Ça. donc, encore une fois, on ne peut pas dissocier notre aspect humain et notre conscience humaine des processus archaïques biologiques. C'est un tout cohérent. Et c'est ça que j'adore dans le décodage biologique, c'est qu'on ne peut rien dissocier, Non. absolument rien. Et Et- donc, on doit passer par le corps, on doit passer par cette, cette création d'ocytocine et on doit passer par la libération de ces intensités émotionnelles bloquées à cause de notre éducation, à cause de nos peurs, à cause de si j'en parle, c'est moi qui vais me faire punir. Si je dis que je me suis fait violer, on va me traiter de prostituée, donc je préfère me taire. Et tous ces interdits qui sont là, en fait, Mhm. nous empêchent de libérer cette charge émotionnelle qui va venir impacter instantanément notre biologie et risquer des pathologies plus ou moins lourdes, suivant l'intensité du choc émotionnel. L'intensité, puis la répétition et les différents systèmes que l'on va construire petit à petit pour se protéger et finalement, après X années, avoir quelque chose de beaucoup plus grave parce que finalement, c'est une couche, une couche, une couche, une couche, une couche, et puis le corps n'a plus d'autre moyen que de l'exprimer de manière violente. Absolument. Ce qui me permet de passer à la troisième partie, Brieux, de cette interview par rapport aux 2 dernières années. Euh, J'aurais 2 questions pour toi. Est-ce que premièrement, tu as vu un changement dans les demandes de consultation depuis justement le premier lockdown en mars 2020? Depuis lors, une situation anxiogène assez importante, que ce soit chez les entrepreneurs ou chez n'importe qui dans la population, avec d'abord les différents lockdowns, ensuite la guerre en Ukraine, ensuite l'inflation qui touche la plupart des pays occidentaux. Est-ce que, un, tu as vu un changement justement des demandes et deux, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil en tant qu'homme de qui tu es, dont tu as défini tout à l'heure qui tu étais aujourd'hui en recherche de dépassement des limites. Mais qu'est-ce que tu pourrais recommander justement aux gens qui nous écoutent s'ils se sentent justement anxieux, pris dans euh, euh, cette atmosphère anxiogène? Alors, par rapport au changement des demandes, je vais retrouver beaucoup plus de personnes qui sont en perte de repères, Mm. forcément. Euh, En termes de mon observation personnelle dans la rue, quand je marche dans la rue, ici dans ma petite ville à Ciné, etc., ce que je remarque, ce qui me semble assez remarquable, c'est justement
il n'y a plus j'ai l'impression que la logique disparaît au profit des émotions exacerbées. Beaucoup plus de violence en rue, beaucoup plus de comportements déstructurés. En fait, il y a vraiment cette perte de structure. Donc, ça se voit au supermarché, ça se voit quand tu te gares, ça se voit dans la rue quand tu croises quelqu'un. Cette sensation que les gens perdent pied, en fait, perdent leurs repères et donc attrapent des comportements qui semblent décalés par rapport à ce qu'on a pu vivre, qui nous semblait normal auparavant. Donc, ici, je grossis le trait, bien évidemment, mais c'est ça que je ressens. Donc, les gens pètent des câbles, pour le dire de manière un peu direct, ouais. Directe, comme ça. On sent que l'émotion est à fleur de peau. C'est ça. On sent que les émotions dominent les personnes. On sent qu'elles sont dominées par leurs émotions et que le moindre contact avec un autre humain est le prétexte à une décharge émotionnelle non contrôlée et non, même non contextualisée. En fait, c'est ça qui me choque un peu. C'est que il n'y a plus de contexte dans la manière dont les gens fonctionnent. C'est ça. J'exagère le trait, mais c'est cette notion-là qui revient. Parce qu'il y a eu tous ces interdits, toutes ces répressions pendant plus de 2 ans. Maintenant, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et finalement, si j'entends bien ce que tu dis, les gens cherchent cette goutte parce qu'il y a un trop-plein. Et donc, toi, en tant que psychothérapeute spécialisé en psychosomatique, quel serait le chemin que tu pourrais proposer? On ne va pas faire de la thérapie ici, mais quelles sont les options saines biologiques pour décharger un petit peu, quel que soit l'environnement, quels que soient les problèmes personnels, puisque les problèmes personnels ne se sont pas arrêtés parce qu'il y avait un problème culturel, national, international. Quelles sont en fait les meilleures solutions à ce niveau? Enfin, des solutions. Alors, pour moi, une des solutions fondamentales, il y a 2 aspects. Le premier, d'abord, c'est de reconnaître que mon fonctionnement… La première étape, c'est de reconnaître que ce qui s'est passé dans le monde avec le coronavirus, etc., m'a réellement impacté. Et en fait, arrêter de se la faire à l'envers, c'est-à-dire arrêter de croire que ça ne m'a pas impacté. Pourquoi? C'est juste, à mon sens, impossible, parce que la masse, l'inconscient collectif, c'est une masse d'énergie, et la masse est beaucoup plus importante que l'individu. Donc la masse, le groupe aura toujours plus de poids qu'un individu. Et donc, une masse de personnes anxieuses parce que peur, pour sa santé, pour la survie de ses enfants, de son boulot, etc., impactera inconsciemment l'individu. Et donc, la première étape pour moi, que je me sente plus ou moins à l'aise avec ce qui se soit passé, c'est d'abord de prendre le temps, de me regarder dans le miroir et de dire, OK, ça m'a impacté, il y a 9,99999% de chances que ça m'ait impacté, même si je le pense l'avoir vécu de manière sereine. Ça m'a impacté, comment ça m'a impacté? Et d'être déjà très, très honnête par rapport à ça. Donc, c'est reconnaître notre peur. Tiens, comment je me comporte quand je vais au supermarché, comment je me comporte quand quelqu'un a un comportement qui me semble un peu bizarre. Est-ce que je suis plus irritable? Est-ce que je me sens plus agressif? Au contraire, est-ce que ma peur augmente? Ma peur de l'autre? Donc, faire le point déjà par rapport à comme il y a impact. Je préfère partir du point de vue qu'il y a impact pour m'obliger à me regarder honnêtement et à dire, OK, comment ça m'a impacté? Deuxième étape, c'est de dire, si j'ai peur, je vais me prendre un vrai moment dans un cadre bienveillant et sécurisant pour rencontrer cette peur, cette inquiétude et faire le point, c'est où je la ressens dans mon corps. Est-ce que cette peur provoque une boule dans le ventre? Est-ce que cette peur vient nouer mon estomac? Est-ce que cette peur vient étouffer mes bronches ou mon larynx? Où est cette peur dans mon corps? Et de laisser dans un premier temps, seul ou accompagné, s'autoriser à avoir peur. Arrêter de cacher nos émotions, arrêter de nier nos émotions, arrêter de faire comme si tout allait bien. Et donc, on parlait de prendre une pause à un moment donné dans nos agendas. Et donc, c'est de faire le point par rapport à ça. Et
il n'y a pas de honte à être suivi, il n'y a pas de honte à partager ça. Et donc, soit faire appel à un professionnel de la santé qui peut vous accompagner là-dedans, se regrouper honnêtement entre personnes qui ont envie de prendre soin d'eux et de se dire des vrais moments, un bâton de parole autour d'un feu, etc. Qu'est-ce que tu as vécu? C'est quoi ton ressenti? Vas-y, lâche-toi. Va au milieu du cercle, crie, pleure, chante, danse. Vis ce qu'il y a de vivant à travers ton angoisse, à travers ta peur, à travers ton anxiété. Montre-nous, en fait, comment tu te sens anxieux, comment tu as peur, etc. Pourquoi montrer? Parce que en discutant forcément avec nombre de patients que j'ai pu recevoir depuis 12 ans, qu'est-ce qu'on cherche à montrer quand on explique notre maladie ou notre problème? La personne, à la limite, mon voisin, mon frère, ma soeur, il sait peut-être que j'ai un cancer du foie ou un cancer des poumons. OK, c'est très bien, c'est factuel, mais ce n'est pas ça le message qu'on veut faire comprendre à l'autre. On essaye de faire comprendre l'intensité émotionnelle avec laquelle je vis le drame de ma vie. Et donc, c'est cette intensité qu'on a besoin de montrer à l'autre. Si je peux hurler, montrer à l'autre et qu'en plus la personne en face de moi, il y a les larmes qui coulent tellement elle est connectée à cette intensité que je vis intérieurement, il y a 80% de la pression qui tombe. C'est ça. Parce qu'il y a une vraie connexion en fait, émotionnelle. On se connecte au même niveau, Oui. émotionnel et sensoriel dans le corps. Et donc là, il y a déjà une grosse pression qui tombe. Mm-hmm. Et après, il y a le passage à l'action, bien évidemment. On parlait du système nerveux, de bouger, de faire des mouvements, etc. C'est essentiel. Et ben, il y a des vrais passages à l'action à mettre en place. Est-ce que je reste dans une relation qui ne me convient plus? Est-ce que je la quitte? Est-ce que je reste dans un travail qui finalement ne correspond plus à mes valeurs? Parce qu'à cause ou grâce au lockdown, j'ai remarqué que ce que je vivais dans mon travail ne correspondait absolument pas à mes valeurs. Et donc là, j'ai des vraies décisions à prendre, mais il faut essayer de prendre ces décisions-là dans un état de paix et de tranquillité et non pas dans un état d'angoisse et de peur ou de colère, de frustration. Parce que si je prends ces décisions-là à partir d'une émotion, je vais recommencer le cycle. C'est leur meilleur moyen de retomber sur un patron harcelant, si mon premier patron était harcelant. Si je fuis par peur, si je fuis dans la colère, si je fuis dans le stress, il y a 9 chances sur 10 que je vais rejouer la scène encore et encore et encore. Me purifier émotionnellement dans le partage avec un thérapeute ou avec un groupe d'amis, de personnes en chemin, une vraie purification émotionnelle, un vrai soin de la blessure qui a généré ces émotions difficiles, donc vraiment soigner la blessure, et un vrai repositionnement par rapport à mes valeurs, à ce qui a du sens pour moi, à ce qui semble être vrai pour moi, intense pour moi et vivant pour moi. Rien que d'y penser, ça doit me mettre dans la joie. C'est ça. Ça doit me mettre... Tu vois, quand je pense au sens qu'a le projet Mouton Noir d'aider ces personnes en difficulté, que ce soit par un handicap ou par des problèmes socio-économiques, quand je me branche énergétiquement à ce projet-là, j'ai les larmes aux yeux. Je vis. C'est vivant, c'est excitant et c'est en même temps touchant et c'est plein d'empathie et c'est plein d'émotions, mais d'une émotion qui me dit, allez, ça porte. Voilà. Waouh! Si en tout cas, un tout grand merci pour ce partage, Brieux. Je pense que ceux qui nous écoutent en ont vraiment, je dirais, pour passer à l'action. Parce que si on résume finalement ce que tu viens de dire, c'est que, un, il faut un cadre sécurisant. Deux, il faut passer dans l'action. Donc, quand on crie, quand on chante, quand on danse, c'est le corps qui s'exprime. Ce n'est pas simplement la tête. Et puis, c'est cette connexion et donc ce partage d'émotions, cette connexion avec quelqu'un qui peut reconnaître justement la blessure. Ça, c'est le déclencheur. Et après, effectivement, c'est passer à l'action avec une purification des émotions dont tu parlais. Et puis, passer dans l'action dans nos vies, finalement, avec comme moteur la joie, parce que tu l'as prononcé à plusieurs reprises durant l'interview, cette joie qui, en tout cas, se mettre en joie. Même si on a des émotions de tristesse, de colère,
qu'est-ce qui me met en joie pour justement pouvoir sortir de ce cercle vicieux, comme tu l'as dit, hein, quitter quelqu'un pour se retrouver avec la copie conforme et refaire le même schéma, ou que ce soit au niveau professionnel ou au niveau, je dirais, immigrationnel, en ce qui me concerne. Hein. C'est vrai que l'herbe n'est pas plus verte dans le jardin du voisin, mais il faut voir ce qu'on a envie, ce dont on n'a plus envie et ce dont on a envie pour se mettre en joie. Absolument. Et mon expérience, comme j'étais un très grand coincé émotionnellement dans ma vie, puisque toutes les émotions m'ont été à peu près interdites, puisque je devais protéger maman en tant que bébé de ses peurs à elle, de me perdre. Et donc, qu'est-ce que je remarque personnellement, et ça c'est vraiment une expérience personnelle, c'est que m'autoriser à pleurer, m'autoriser à être en colère, m'autoriser à être frustré, parfois m'autoriser à me disputer avec ma compagne au lieu de la fermer, de ne rien dire et de ne pas oser la confrontation finalement, ben, ça met en joie. Parce que la joie, pour moi, la joie, la compassion, la bienveillance, c'est notre nature profonde. Mais c'est être vivant. Oui. Et donc d'être connecté à la vie, même quand c'est dur, donc d'accepter d'être connecté à la vie, même si c'est de la tristesse, même si c'est de la colère, et même forcément si c'est de la joie et du plaisir et de l'extase, être connecté à la vie, mais d'office en joie. Oui, ça c'est très très puissant ce que tu me dis. C'est marrant parce que ça fait beaucoup d'écho. En fait, je me rends compte que j'ai lancé ce podcast pour vraiment donner des solutions aux entrepreneurs après 2 ans d'anxiété. Et je voulais partager justement le parcours d'entrepreneurs, de coachs, de thérapeutes, d'indépendants, et puis voir un peu comment eux géraient leur santé et proposer des solutions. Et je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai une conversation, que je connaisse la personne un petit peu ou plus proche avec toi, il y a toujours des moments qui sont extraordinaires, très enrichissants. J'espère que ceux qui nous écoutent peuvent ressentir la puissance de ce que tu viens de dire et la simplicité quelque part, parce que ça peut aller vraiment d'étape en étape. On n'est pas obligé de rester 20 ans dans une thérapie pour tourner autour du pot. Il faut qu'il y ait tous ces outils, le cadre, l'empathie, l'ocytocine, l'expression physique qui sont importantes. Et donc, merci beaucoup, en tout cas, Brieux, d'avoir été aussi spontané, aussi généreux avec ceux qui nous écoutent. Et donc, si on a envie d'aller un peu plus loin, parce que je sais que tu as un projet on peut le dire? Vas-y. De livre. Ah oui. Voilà, donc il y a un projet d'ouvrage qui sortira bientôt. On sera mis au courant en suivant, j'imagine, ton profil Facebook qui est un profil professionnel. Je mettrai tous les détails en commentaire et en descriptif. Tu reçois à Ciney, à Gennevalm et à Liège. Alors, Liège, c'est terminé. Donc, maintenant, c'est Ciney, Genneval et Woluwe-Saint-Pierre. Woluwe-Saint-Pierre. Donc, je corrigerai ça dans le descriptif. C'est sur le site Internet. Voilà, je partage également ton site. Tu organises également des conférences et tu interviens en entreprise pour la méditation. Donc, toutes ces informations-là seront disponibles sur le descriptif. Et comme ça, si on a envie de comprendre un peu plus ce qui se passe par rapport à cette relation entre nos émotions, nos plaintes physiques, finalement, notre mal-être mental. Tu as partagé avec nous un peu ton profil entre la personne fragilisée, la personne qui se met 6 mois par an en forêt avec des expériences que moi je ne vivrai jamais. Et je trouve ça passionnant d'échanger avec des êtres humains qui sont à la fois très proches, à la fois très différents. Parce que je n'ai jamais vécu ce que tu as vécu en tant que paracommando, mais on peut échanger ici avec un parcours, enfin pas un parcours, mais des compréhensions très similaires de la santé en général. Ce podcast est à son avant-dernier épisode et j'espère pouvoir partager encore beaucoup d'informations dans les épisodes qui suivent. Mais la santé, elle est très large. Durant ces interviews, il y en a qui ont parlé de l'humour. Toi, tu parles effectivement de ce cadre. Et tous ces éléments-là font partie de la santé et chacun va normalement, dis-moi si je me trompe, tôt ou tard, tomber ou rencontrer une personne, un article, une vidéo, un livre qui peut amener vers un mieux-être et un début de questionnement et de guérison. Je leur souhaite en tout cas de faire cette démarche-là, de vraiment s'intéresser à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit,
à ce par quoi on est traversé, parce que la nature, elle cherche l'équilibre en permanence. Hein, si la nature voulait la destruction, ça ferait longtemps qu'on ne serait plus là. Donc, en fait, la nature, elle veut vivre, elle veut grandir, elle veut s'épanouir, elle veut trouver l'équilibre. Et une pathologie, c'est une ressource, c'est une tentative de rééquilibrer un déséquilibre qu'on n'a pas pu gérer. Donc, on sort vraiment de la culpabilité pour bien faire comprendre qu'un choc émotionnel, il est inattendu, on est pris par surprise, on se sent impuissant, figé. Donc, on ne sait pas gérer un choc émotionnel. Au moment même, il arrive, point, on le subit de plein fouet et on n'a pas d'autre choix que de le subir à ce moment-là. Par contre, on peut récupérer le coup après. C'est ça. Récupérer le coup après. Et plus on le récupérera tôt par rapport à l'élément problématique, et moins l'impact dans le corps, et donc moins grave sera la pathologie. Et effectivement, autre point important par rapport à cette diversité que tu évoques, hein, tu parlais du rire, là, des personnes que tu as interrogées, qui pour eux, le rire était quelque chose d'important. Bien évidemment, je n'ai pas la solution pour tout le monde, c'est-à-dire que il y a 9 ou 7 milliards d'individus, plus ou moins, un peu plus, un peu moins, on ne sait plus, 7 milliards d'individus sur la planète, donc il y a 7 milliards de possibilités de trouver une solution à un problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que ce qui est important, ce n'est pas l'outil. Ce qui est important, c'est est-ce que l'outil est réellement à mon service et va réellement toucher le cœur de ma blessure. Le contraire, c'est parfois, ça arrive fréquemment, c'est des personnes qui vont multiplier les différentes thérapies, multiplier les thérapeutes, et là, l'outil n'est plus au service de la blessure, il est au service de la fuite Oui. de ma blessure. Et donc, le point important, c'est pas comment je vais guérir, c'est comment je vais aller au cœur de ma blessure. Et si le rire m'aide à me rencontrer réellement, alors rions. Et si faire de la thérapie brève m'aide à me rencontrer réellement, alors faisons des thérapies brèves. Et si marcher en forêt m'aide à me reconnecter réellement à ma blessure profonde, alors c'est la forêt qui sera guérisseuse. Et c'est OK. Ça me fait penser à un conseil que je donne souvent à mes coachés quand ils me posent la question, tiens, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, je ne suis pas thérapeute. Je les aide vraiment à avoir l'énergie pour pouvoir faire face à une thérapie, parce que quand tu es fatigué, c'est compliqué de passer au-delà de ce cadre. C'est que, dis-moi si tu es en accord avec ce conseil, c'est un, il faut que la personne en ait envie. Il y a 3 conditions pour moi. 2, que la personne à qui on s'adresse soit compétente. Et 3, que cette technique soit, ou en tout cas cette thérapie soit idéale à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être une balade en forêt, mais peut-être que dans 3 ans, ce sera une séance Reiki qui va faire la différence et qui va permettre à la personne de retirer une couche de l'oignon un peu plus loin et finalement se retrouver au cœur de l'oignon après tout un parcours. Et on le voit avec ton parcours à toi, entre les premières semaines qui ont été vraiment intenses et aujourd'hui quelqu'un qui fait la connexion, qui aide les gens, qui va plus loin dans les limites et qui arrive à en parler avec beaucoup de recul et beaucoup d'humilité. En tout cas, c'est ce que je ressens après cette interview. Effectivement, une personne qui ne veut pas guérir, elle pourra consulter tous les thérapeutes du monde, elle ne guérira pas. Je m'amuse, on se comprend, hein, il n'y a pas de jugement ici. Je suis toujours très curieux quand j'oblige parfois le patient avec qui je sens où il y a plus de résistance. Il y a une part de lui qui veut, mais on sent qu'il y a une partie qui ne veut pas du tout. Ça ne passe pas. Eh bien, à un moment donné, quand je sens ça très fort, quelque part, j'invite la personne à assumer pleinement, à reconnaître pleinement qu'elle n'a pas envie de guérir. Et vraiment de s'asseoir là-dedans réellement en disant « Non, en fait, je suis ici, mais je n'ai pas envie de guérir. C'est trop dangereux, ça me fait trop peur. » C'est ça. Et alors là, on commence. Et alors là, le travail commence parce qu'il y a d'abord cette reconnaissance que « Non, je n'ai pas envie de guérir, en fait. C'est un problème. » Pas envie de guérir, ou en tout cas que ce soit intense. Je me souviens de ce témoignage qui m'a toujours beaucoup aidé à comprendre quand papa est parti et que tu as eu une conversation avec lui et qui t'a dit non, je n'ai pas envie d'aller dans la partie émotionnelle de mon cancer. Et je ne l'en ai jamais voulu. J'ai compris à quel point ça pouvait être difficile et j'ai compris à quel point, et c'est une autre citation que j'aime bien proposer aujourd'hui,
c'est que la vie, finalement, c'est un sport individuel parce que tu es seul face à tes peurs, mais qui peut se pratiquer, enfin, qui se pratique en équipe. C'est-à-dire que seul, tu n'y arriveras pas, mais te botter le derrière le matin pour te lever ou pour oser faire ce que tu nous proposes aujourd'hui, ben, on est seul, il n'y a personne qui va nous obliger. Et si on nous oblige, ça va créer d'autres problématiques. Et donc, voilà, je pense que je vais te remercier une énième fois, parce que sinon on pourrait encore en parler pendant des heures, et je suis certain que Oui, tu as un oui. agenda à toi aussi. Je te remercie en tout cas du fond du cœur, Brieux. Je suis vraiment très heureux d'avoir eu cet échange avec toi. À toutes et à tous, ben, j'espère que ça vous a autant inspiré que moi, même si vous découvrez Brieux pour la première fois. Je ne compte plus les années depuis que je te connais, puisque ça date quand même. Je pense même Ça fait d'ailleurs, 28 ans. ouais, 20, je pense même la 28 ans. première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la MAF, pour ceux qui Oui, connaissent. c'est ça. J'étais À la Neuve, dans le cercle d'éducation physique. voilà, et comme je ne suis pas rentré à la MAF avant ma première licence, je pense que ça devait être en 98, quelque part dans ces zones-là. Donc effectivement, ça fait quelques années. Mais en tout cas, ça me fait très chaud au cœur de t'avoir mis en avant aujourd'hui, ton parcours, et de pouvoir échanger avec toi sur cette thématique qui est très extrêmement importante, la santé de manière globale, que ce soit physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle. Et donc, d'ici notre prochaine interview, il nous en reste deux avant un changement de format pour ce podcast. Eh bien, je vous souhaite de prendre soin de vous, éventuellement de réécouter ce que Brieux vient de proposer et de passer à l'action, même si c'est une toute petite action. Aller voir une autre intervention de Brieux, aller lire un article sur éventuellement une thématique que l'on a abordée pour, eh bien, oui, rester vivant et se mettre en joie. Je te remercie vraiment beaucoup, David, pour cet merveilleux échange. Ça faisait Ouais, longtemps qu'on n'avait plus eu l'occasion de discuter ensemble et c'est le format et c'est super sympa. ouais. Euh, donc, c'était vraiment un vrai moment de joie pour moi de partager ce moment avec toi et je te souhaite plein de belles choses pour ton avenir dans tes podcasts et dans la nouvelle mouture que tu vas nous préparer. C'est une très, très chouette initiative et je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. À toutes et à tous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt.